Nous allons accueillir pour la table ronde les intervenants de cette table ronde, Grégoire Carrier, Agnès Ducharme, Éric Divet, Luc Tabary. Et pendant que vous venez vous installer sur scène, nous allons aller tout de suite dans les Pyrénées-Orientales, dans un contexte d'actualité, avec ce plan de résilience spécifique aux Pyrénées-Orientales qui a été annoncé par Christophe Béchu le 22 mai dernier. Allons comprendre un peu mieux la situation dans le département des Pyrénées-Orientales. Regardez. L'eau est l'essence même de la vie. Ici, dans les Pyrénées-Orientales, elle fait vivre les milieux aquatiques et leur diversité d'espèces dans le Desman des Pyrénées ou la truite de la Carrança. Ces écosystèmes jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, essentielle face au changement climatique. L'eau n'est pas seulement vitale pour nous, mais aussi pour la nature. Chaque année, nous prélevons environ 300 millions de mètres cubes dans les milieux naturels. Ces prélèvements sont utilisés à 20% pour l'eau potable et les activités économiques, et à 80% pour l'irrigation des terres agricoles. Cette eau d'irrigation revient cependant pour une part vers les milieux naturels. D'où vient l'eau dans les Pyrénées-Orientales? Les bassins versants des trois principaux fleuves de l'Agly, de la Tête et du Tech couvrent 80% du territoire. Ces fleuves sculptent les trois vallées qui définissent la région, se dirigeant vers la plaine du Roussillon et la Méditerranée, où ils rejoignent le Réart. Le Sègre et l'Aude complètent dans les Hauts-Cantons le paysage hydrographique. Sous la surface, deux nappes souterraines se distinguent dans la plaine. Près de la surface, les nappes du Quaternaire, en interaction avec les cours d'eau, contrastent avec les nappes du Pliocène, plus profondes et isolées. L'eau est très pure dans ces nappes profondes, ce qui favorise leurs usages pour l'eau potable, mais leur recharge est lente, en dizaines d'années. Elles sont ainsi menacées par la surexploitation et la salinisation par la pénétration de l'eau de mer. À côté de ces grandes nappes, le département abrite de plus petits réservoirs souterrains. Parmi eux, le karst des Corbières se distingue, alimentant à la fois l'étang de Salz-le-Cat et les nappes profondes du Pliocène. Dans une large mesure, ce système hydrologique coïncide avec les limites géographiques du département. Ainsi, l'eau disponible dans les Pyrénées-Orientales, en surface comme dans le sous-sol, c'est avant tout les précipitations qui y tombent et y sont tombées. Dès lors, dans un contexte climatique majoritairement méditerranéen, où les étés sont chauds et secs, le stockage et le transport de l'eau deviennent des enjeux cruciaux, surtout pour l'agriculture et le tourisme. Le stockage le plus important est le stockage naturel dans les lacs, les zones humides, les sols, les nappes souterraines et sous forme de neige en hiver. Artificiellement, l'eau est aussi conservée dans des barrages et des retenues et acheminée via un réseau dense de canaux. En complément des barrages hydroélectriques des Hauts-Cantons, le département s'est lancé depuis les années 70 dans un vaste projet d'ingénierie hydraulique. 3 grands ouvrages ont ainsi vu le jour pour répondre à un double objectif: protéger la plaine du Roussillon des dévastations causées par les inondations et stocker suffisamment d'eau pour soutenir le débit des cours d'eau et l'irrigation durant les mois secs d'été. Seule la vallée du Tech ne dispose pas de barrage. Les études réalisées ont révélé l'absence de sites propices à la construction d'un tel ouvrage dû à l'instabilité de la roche. Aujourd'hui, le changement climatique exacerbe les défis liés à la gestion de l'eau, avec des précipitations en baisse et une augmentation des besoins en eau due à l'élévation des températures et à l'évaporation accrue. La pression sur cette ressource vitale s'intensifie. Les sécheresses intenses des 2 dernières années nous poussent à réfléchir, à innover, à adapter nos usages et nos pratiques. L'enjeu, préserver cette ressource indispensable pour notre avenir. Ben voilà qui plante quand même plutôt pas mal nos échanges et nos débats, puisque avec ces temps un peu pluvieux en ce moment sur l'ensemble de la France, on pourrait oublier que quand même il y a une situation extrêmement tendue dans les Pyrénées-Orientales qui dure, avec des restrictions, Grégoire Carrier, depuis plusieurs mois, depuis 2022, quasiment en continu. Vous êtes le directeur général adjoint du département des Pyrénées-Orientales. Et vous m'avez dit en préparant cette table ronde qu'il y a quand même un sentiment d'urgence absolue dans les Pyrénées-Orientales qui finalement est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, cette prise de conscience générale, hein, je ne parle pas de vous, mais c'est vraiment voilà, extrêmement sous tension en ce moment. Oui, merci beaucoup. Je suis content qu'on ait pu passer la vidéo parce qu'effectivement, ça permet d'avoir des bases pour comprendre un petit peu le système spécifique. Je pense qu'il y a un point qui rejoint ce que vous posiez dans cette question, qu'on perçoit à travers ce qui était vu dans la vidéo de présentation. C'est que historiquement, en fait, à travers le système de d'étagement des montagnes assez élevées en altitude, hein, on a tout un ensemble de massifs qui sont entre 2000 et 3000. On avait en fait du stock sous forme de neige et du stock sous les pieds sous forme de nappes, qui faisait que le département, quand bien même il était soumis très majoritairement à un climat méditerranéen avec une saisonnalité très forte des précipitations,
était relativement autonome dans ses besoins en eau et avait un petit côté pays de cocagne. Et il y a vraiment une très forte spécificité qui est apparue avec le caractère très historique en fait, de la sécheresse dont nous ne sommes pas complètement sortis. Il est lié à deux paramètres principaux. Évidemment, des précipitations faibles, c'est-à-dire que c'est des précipitations faibles et cumulées. Sur 2021, on avait déjà environ moins 25% de précipitations sur une moyenne départementale, comparé à ce qu'on avait sur les périodes habituelles. Donc là où on avait 5 à 600 mm, on était plutôt dans les 400. En 2022, on est descendu à près de 50% de baisse. Et en 2023, on est encore allé un petit peu au-delà avec plus de 50% de baisse. Le début de l'année 2024 était encore plus inquiétant puisqu'on était à moins 70% de baisse jusqu'aux pluies finalement très récentes, d'avril et de mai, qui ont été les 2 premiers mois pluvieux au-delà des normales saisonnières depuis mars 2022. Donc ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de pluie significative. Donc évidemment, baisse des précipitations qui se voit sur longue période. La deuxième aspect qui était très influent, parce que ça, à la limite, on avait déjà connu des années avec le même niveau de précipitation, c'est la combinaison de températures qui n'avaient jamais existé lors des sécheresses ou de ce niveau de précipitation qu'on avait pu documenter historiquement. Donc on a eu en moyenne sur 22-23 plus 1,7, 1,8 degrés sur l'année. Donc ça correspond un petit peu à ce qu'on voit avec le réchauffement climatique sur le département et avec notamment par exemple sur 2022, sur la saison estivale, des températures qui ont dépassé de près de 3 degrés les températures normales. Et ça a eu 2 conséquences. C'est une évaporation beaucoup plus forte, évidemment, une période végétative qui s'est un petit peu accrue, et donc une évapotranspiration des plantes qui ont substantiellement, là aussi, aggravé l'ensemble de l'eau disponible, qui s'est traduit notamment par une très très forte sécheresse des sols. On n'a jamais connu en fait des niveaux de sécheresse de ce type-là. Ça veut dire qu'on était sur toute une partie du département 80 à 90% en deçà de la normale en termes d'indice d'humidité. Et des nappes également qui ont connu des niveaux qui étaient non seulement en deçà de tous les historiques de mesure sur tous les piézomètres que nous avions dans la plaine du Roussillon. Alors j'ai fait cette capture d'écran, elle date un peu, elle a peut-être changé, mais en gros vous avez développé avec le BRG, enfin c'est le BRGM je crois qui est à l'origine de cette plateforme pour suivre vraiment avec précision l'état des nappes. Alors pas que, c'est extrêmement précis, je vous invite à aller sur le site pour aller voir le détail, mais ça permet de voir à quel point la situation est assez catastrophique. Oui, tout à fait. Donc l'outil s'appelle Visio 66. C'est un projet de recherche que le BRGM a construit et que, avec le syndicat des nappes de la plaine du Roussillon et le département également a été présent. Nous avons mis en place, qui est un premier jet en fait d'outils de surveillance et d'observation de toutes les données disponibles. Donc on voit bien effectivement que toutes les nappes, là ça correspond en fait au niveau d'alerte. La quasi-totalité des nappes, en tout cas toutes celles de la plaine du Roussillon, étaient et sont encore en niveau d'alerte renforcée, voire en crise. Et si certaines, avec les pluies d'avril-mai, là, on a vu des piézos qui ont un peu réagi, d'autres, parce que à la fois les précipitations ne sont pas tombées de façon homogène sur l'ensemble des vallées, mais certaines n'ont encore pas du tout, en tout cas dans les mesures relevées par les piézomètres, connu de conséquences. Alors il y a évidemment 2 aspects. Il y a l'aspect par exemple que certains territoires n'ont pas connu le même niveau de pluviométrie lors des 2 derniers mois. Il y a évidemment les prélèvements en parallèle parce qu'on est arrivé à la fois dans la période végétative et dans la période d'agricole, donc avec une irrigation qui est évidemment nécessaire pour la production. Et c'est la combinaison des deux qui fait qu'on a encore tout un ensemble de nappes dans des situations préoccupantes. Mais quand je vous entends, on a l'impression que ça pourrait changer, mais moi j'ai compris qu'au contraire, ça allait quand même s'installer dans la durée, voire un climat carrément qui change, un peu sur le même modèle que l'Espagne. On voit bien sur les cartes qu'il y a déjà votre région qui est dans la continuité espagnole, avec, alors je parlais de désertification, d'aridité, sous le contrôle de Florence et de Jean-Christophe Calvé également. Mais voilà, est-ce qu'il y a cette conscience dans le département que la situation risque de perdurer quand même ? Je pense que c'est encore ambigu à la fois dans la prise de conscience et dans la réalité de ce vers quoi nous allons. Il y a une spécificité, on a vu par exemple sur l'année 2023, l'Hérault, le Gard ou l'Aude bénéficier de pluies
donc du climat méditerranéen et qui prenait soigneusement soin de ne pas arriver jusque dans les Pyrénées-Orientales. Donc on a une spécificité météorologique que je préfère ne pas essayer d'expliquer parce que d'autres météorologues seraient plus capables de le faire que moi. Donc ces éléments de sécheresse prolongée qui sont quelque chose que nous connaissons et qui sont malheureusement appelés à se reproduire, voire à s'étendre, dans des travaux par exemple que Florence Abetz nous avait présentés en lien avec l'élévation moyenne de la température du globe, sont une certitude dans les projections. Après, est-ce qu'on va avoir une bascule climatique complète ? Je ne sais pas encore. Et en revanche, ce qui est assez probable, c'est qu'effectivement, on se rapproche des climats que l'on voit sur la côte espagnole, voire du sud de la Méditerranée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va forcément aller vers du semi-aride ou quelque chose de ce type. Ça reste, je pense, parmi les chemins possibles. Quelles sont les conséquences socio-économiques, c'est la thématique de cette journée, de cette ressource en eau qui diminue aujourd'hui? Donc, l'intérêt, je pense, de regarder un territoire, c'est qu'on voit justement que les conséquences touchent énormément de parties du système et des usages qu'on trouve sur un territoire comme celui-ci. Donc si je commence simplement par les aspects très économiques, on a en complément de la présentation, et on l'a vu à travers la vidéo, une particularité, c'est que les deux principales bases productives finalement de l'économie du département sont assez sensibles à la question de l'eau, puisqu'on a l'agriculture d'une part et on a le tourisme d'autre part. Si je commence par l'agriculture, on a estimé, donc c'est des chiffres qui sont difficiles à consolider, mais que par exemple sur l'année 2022, et je pense qu'on aurait à peu près la même chose sur l'année 2023, des pertes de production de l'ordre de 100 à 120 millions d'euros sur un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 400 millions d'euros en bord de champ. Donc c'est quand même des chiffres assez substantiels, avec une très grande diversité selon effectivement les cultures. On a eu des cultures, paradoxalement, qui étaient totalement dépendantes de l'irrigation, comme l'arboriculture, on fait de la pêche, qui est très réputée, de l'abricot, ce genre de choses, qui n'existent pas sans système d'irrigation, et qui, avec un petit peu de chance, en fait, liées à des pluies qu'on a eues juste avant la saison estivale sur 2023, ont finalement pâti, mais pas à la hauteur de ce que l'on aurait pu craindre. Donc on a estimé, par exemple, que 30% à peu près de la récolte avait été perdue, ou plutôt n'avait pas été produite, ou avait une moindre valeur. Ensuite, on va trouver un peu sur le maraîchage. Donc, il faut bien différencier les cultures pérennes comme l'arboriculture du maraîchage, qui sont des cultures annuelles. Là, des choses qui n'ont pas été mises en production, simplement parce que les personnes ne pensaient pas réussir à pouvoir les récolter. Donc là, on a l'estimation à peu près 50% de pertes. La deuxième chose qui sépare culture annuelle et culture pérenne, c'est qu'on a eu en complément, par exemple sur l'arboriculture, on va le retrouver dans la vigne aussi, non seulement des pertes de production, mais même des décapitalisations. C'est-à-dire que des arbres n'ont pas survécu à l'intensité de la sécheresse. Et par exemple, on a déjà de façon très concrète et chiffrée, pour le coup, une 50aine d'hectares d'abricots qui sont morts. Et on pense qu'on en a peut-être 100, 150 devant nous encore. De la même façon, sur la vigne, il y a à la fois des vignes qui n'ont pas survécu, alors que la vigne est quand même quelque chose qui nécessite pas d'irrigation dans la quasi-totalité des cas. Et là, on a la question de l'arrachage des vignes qui pose un peu un problème justement d'économie globale et de combien de territoires risquent de perdre les surfaces viticoles. Pour finir le paysage sur cette partie agricole qui est quand même le principal secteur économique impacté, donc la viticulture a connu des rendements bien moindres, de l'ordre de 40% environ. Et ensuite, des choses auxquelles je n'avais pas, à titre personnel, réfléchi avant d'arriver dans les Pyrénées-Orientales il y a 1 an et demi, l'élevage a aussi beaucoup souffert. Simplement parce que des situations de sécheresse de cette amplitude, ce sont l'impossibilité d'emmener les troupeaux en estive. Qui dit pas d'estive dit le besoin à la fois de les abreuver et de les nourrir, ce qui veut dire achat de fourrage. Le fourrage à ce moment-là est très cher. Jusqu'alors, on avait plutôt des exploitations qui étaient autosuffisantes sur la production fourragère. Et donc, ça a eu des conséquences jusqu'à des phénomènes, là aussi, de décapitalisation, c'est-à-dire des éleveurs qui ont été contraints de vendre une partie du troupeau pour réussir à nourrir celui qui lui restait. Peut-être très rapidement des impacts aussi sur le tourisme, qui est quand même une grande activité de votre tout à fait. région. Sur le tourisme, donc gros effet, mais au final, des chiffres difficiles à consolider. Le tourisme, c'est quand même 30 à 40% du PIB, c'est-à-dire du département, à peu près 1,3 milliard d'euros. On a eu en fait sur le début, par exemple, de la saison de 2023, 2 effets très forts qui correspondaient à finalement un effet d'image et de représentation de la dureté de ce qui, dans le reste du pays et dans le reste de l'Europe, puisque les touristes viennent quand même d'assez loin, représentait la situation des Pyrénées-Orientales. C'était lié à 2 effets en particulier, au-delà de la réalité de la situation.
le passage pour la première fois après un certain nombre de niveaux d'alerte d'arrêtés préfectoraux à un niveau de crise en mai 2023, et également un incendie qui avait particulièrement marqué, puisque le risque incendie est également assez substantiellement augmenté pendant les périodes de sécheresse longue de ce type, un incendie qui avait particulièrement marqué les esprits parce qu'il était sur la côte du côté de Cerbère-Banyuls et en avril, donc plutôt dans une période normalement assez fraîche. Et on a eu d'ailleurs pendant la saison 2023, je fais juste une toute petite parenthèse sur la question des incendies, également un incendie presque sur la plaine du côté de Saint-André, dans des zones qui d'habitude ne sont pas, en tout cas dans cette amplitude, soumises à un risque incendie, avec justement des effets de vent tourbillonnant, etc., une très forte difficulté à le maîtriser. Donc sur le tourisme, au-delà de cet effet d'annonce qui avait fait une chute assez forte des réservations, finalement la saison s'est plutôt bien rétablie, mais ça a un petit peu comme sur l'agriculture demandé un certain nombre de moyens, donc sur les impacts économiques, simplement de communication pour essayer de dire finalement, enfin, pas tout va bien, mais oui, le tourisme peut rester là. peut rester là, mais sous certaines conditions. On verra ça dans un deuxième tour de table. Je suis obligée d'avancer parce que je vois le temps qui file et j'ai peur que l'on n'aille pas au bout. La CNR, Eric Divé, vous êtes directeur de la toute nouvelle direction ressources en eau. Donc c'est la Compagnie nationale du Rhône. Normalement, il n'y a pas à toucher au micro, sinon vous risquez de l'éteindre. Création, que signifie alors justement la création de cette nouvelle direction? Il y a urgence à la CNR? Alors, peut-être pour répondre avant, je vais expliquer là, un petit peu ce que c'est la CNR, qui permettra de comprendre pourquoi on a créé cette direction ressources en eau. Donc, la CNR, on est une société anonyme d'intérêt général, donc c'est une particularité, j'en reparlerai tout à l'heure, et qui est un actionnariat majoritairement public. Donc, la CNR a été créée en 1934 pour prendre en charge la concession du Rhône qui avait été imaginée par la loi de 1921. Et c'est une concession unique qui couvre l'ensemble du Rhône, depuis la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée, avec 3 missions. Une mission d'équipement hydroélectrique, une mission de transport fluvial et une mission d'irrigation et autres usages agricoles. Donc ces 3 missions solidaires qui sont le cœur de métier de la CNR. Donc évidemment, toutes ces 3 missions, elles dépendent fortement de l'eau, donc c'est un sujet qui nous préoccupe particulièrement. Et on s'intéresse au devenir de débit futur du Rhône. En parallèle, le Rhône, ce n'est pas la propriété de la CNR, c'est un bien public et il sert à de multiples usages. Des usages pour l'eau potable. Tout le bassin versant complet du Rhône, c'est 11 millions, un peu plus de 11 millions d'habitants. Il y a 3,1 milliards de mètres cubes d'eau qui sont prélevés dans le Rhône tous les ans. En consommation nette, dont la moitié sert à l'irrigation, mais il y a une partie qui sert à l'eau potable, qui sert aux industriels, qui sert au refroidissement d'installations. Donc c'est vraiment un fleuve multi-usage. Alors j'ai mis vous voyez la carte qui vous montre le périmètre sur lequel on travaille, c'est 100 000 km² à peu près de bassin versant. Et puis les différents usages qu'on peut avoir, il y a des usages aussi, on parlait de tourisme tout à l'heure, des Pyrénées-Orientales, il y a aussi des usages récréatifs tout le long de la vallée du Rhône. Et donc, on a vu depuis quelques années, avec la perspective du changement climatique et avec la sécheresse de 2022, vraiment une réaction très forte de tous les territoires. Donc, tous les territoires qu'on connaît se mobilisent pour ces sujets d'eau. Donc nous, on a trouvé important à la CNR, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi dans toutes nos relations avec nos parties prenantes, finalement d'avoir une direction de la ressource en eau qui permet d'avoir la vision complète de l'ensemble des sujets liés à l'eau, à la fois du très concret local des acteurs qu'on rencontre nous tous les jours, et puis aussi d'avoir peu d'acteurs ont cette vision d'ensemble finalement depuis la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée. Donc vous attendez d'après les études prospectives pas forcément moins d'eau en volume, mais une répartition extrêmement différente avec des étiages beaucoup plus longs. Quel impact sur les usages très concrètement pour faire le lien avec la production d'énergie? Donc l'agence de l'eau a fait une étude là, qui est parue il y a quelques années là, en 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus, qui fait des projections sur les débits futurs. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre qu'on aura grosso modo sur le Rhône autant d'eau qu'avant. Donc déjà nous, quand on regarde les 60 dernières années, c'est ce qu'on constate. En moyenne, on a à peu près autant d'eau qu'avant. Par contre, elle se répartira de manière différente, c'est-à-dire qu'on aura plus d'eau en hiver. Typiquement, c'est ce qu'on a l'impression de voir cette année en 2024. Et on aura moins d'eau en été. Donc moins d'eau en été. Alors dans les étiages, alors c'est pas forcément l'été, des fois c'est septembre, octobre, suivant les périodes. Aujourd'hui, ce qu'on voit nous, c'est que depuis 60 ans, effectivement, le débit au mois d'août, il a baissé déjà à Beaucaire, ce qui est à proximité de la Méditerranée. Et donc, il y a des projections qui disent que ça pourrait baisser encore de 20% dans les années à venir.
Donc voilà, donc ça va avoir un impact sur les usages auxquels il va falloir s'adapter. Quels impacts très précisément? Comment voyez-vous les choses? Les impacts, c'est que finalement, on aura autant d'eau, mais cette eau, elle ne va pas forcément arriver au moment où les gens en ont besoin. Donc on l'a vu aujourd'hui dans plusieurs explications ce matin, en disant c'est à tel moment que les plantes ont besoin d'eau. Donc ça, il va falloir s'ajuster pour pouvoir gérer cette eau au meilleur moment. Les besoins pour les usages, on l'a aussi vu ce matin, entendu sur les besoins pour l'agriculture, l'évapotranspiration, elle va augmenter fortement, donc les besoins vont être là et être plus importants. Donc il va falloir s'organiser pour gérer le partage de l'eau entre tous ces usages. Et un impact sur la qualité de l'eau et notamment la production d'eau potable. Vous m'avez parlé aussi d'un risque d'intrusion des eaux salées. Alors déjà, peut-être qu'on peut revenir sur la sécheresse ou l'étiage. Alors nous, dans notre jargon, on parle plutôt de faible débit parce que c'est ce qui nous préoccupe, donc l'étiage de 2022, qui nous donne déjà une bonne idée du futur, parce que l'année 2022 devrait rester encore dans les projections une année rare, enfin pas la moyenne, mais une année quand même rare. Et ce qu'on a vu par rapport à nos missions, c'est que, évidemment, nous, on a perdu beaucoup de production cette année-là. On a fait moins 30% de production en 2022. Par contre, on n'a pas eu de difficulté à maintenir la navigation sur le Rhône, ce qui n'était pas le cas sur la plupart d'un certain nombre de grands fleuves européens comme le Rhin. Et puis, toutes les stations de pompage qui existent pour l'irrigation sont restées fonctionnelles. Par conception, elles ont pu être restées fonctionnelles, ce qui ne veut pas dire que les agriculteurs n'avaient pas des restrictions de capacité de pompage par des arrêtés. Mais en tout cas, c'était fonctionnel. Donc déjà, ça, c'est rassurant pour l'avenir pour nous. Et après, sur les autres usages, c'est vrai qu'on a vu l'Albarine, qui est un affluent, un petit cours d'eau qui finit par le Rhône, qui lui a connu des assecs. Le Rhône, on est encore là. Le Rhône, il a des régimes de climat qui sont assez variés. Et on a encore aujourd'hui beaucoup d'eau dans le Rhône dans ces périodes-là. Donc, par exemple, pour l'environnement, on n'a pas eu de soucis pour avoir de l'eau. On n'a pas connu d'assec et on a eu de l'eau pour assurer les débits réservés sans difficulté. On va voir comment ça se passe avec l'énergie. Et après, on reviendra avec vous sur l'adaptation, parce que là, je vois, sinon on ne va pas y arriver. Du temps. Luc Tabaré, donc vous êtes coordinateur de l'eau et multi-usage chez EDF Hydro. Est-ce que les sécheresses ont déjà dès aujourd'hui un impact sur la production d'énergie et notamment sur la façon dont vous avez à coordonner les différents usages, puisque c'est vous qui êtes pilote de l'ensemble? Oui, bonjour, merci pour la question. Alors, si j'essaye de rassembler, en fait, pour EDF, en fait, on n'est pas isolé, on n'est pas un acteur. Quand on gère l'eau, forcément, ça a été dit par Éric Divet de la CNR, en fait, on est sur un bien commun qui est l'objet de partage. La particularité qu'on a, c'est que nous, EDF Hydro, on exploite des réservoirs. 2/3 de nos concessions, en fait, servent à d'autres usages. Le bilan qu'on fait, c'est qu'en fait, on a des usages de tourisme, on a de l'eau potable, on a de l'irrigation. Et donc, on est tous collectivement confrontés à la gestion de la ressource telle qu'elle arrive. Donc, elle peut être abondante, elle peut être plus restreinte, ça va dépendre des années. Et il va falloir gérer cette variation. Juste, alors en termes de partage, si jamais on arrive dans des situations tendues, évidemment, à un moment donné, il y a un rôle de l'État à jouer, à assurer son rôle régalien de partage. Si tant est qu'on arrive à un cas de tension très grave, comme ça peut s'être retrouvé au début de l'été 2022. Voilà une diapo, typiquement, je vous ai représenté effectivement la carte de France avec les réservoirs hydroélectriques de plus de 5 millions de mètres cubes de capacité. C'était aussi pour montrer deux messages, cette participation au multi-usage et aussi le fait que c'est vrai que nous, la France qu'on regarde, c'est une France finalement qui est seulement une partie de la France. Finalement, c'est là où il y a du débit, de l'eau et de l'altitude, finalement, voilà, pour la production hydroélectrique. Et donc, nous, on est confrontés donc, à cette variation, à ces sécheresses. Je dirais quelque part qu'on les a anticipées depuis longtemps. Enfin, on a commencé à les anticiper, on est habitué à travailler dessus en tant qu'hydroélectricien, parce que, on a eu un premier réveil peut-être opérationnel avec la sécheresse de 2003, qui nous a forcé à nous organiser en interne sur l'aspect gestion de l'eau, transverse tout métier. 2003 révélateur, même si on avait des signaux précurseurs, puisque des années 90, on avait un service climatique au niveau de notre R&D, donc on savait qu'il y avait des choses qui allaient arriver. Et je dirais 2022, c'est la deuxième date. 2022, je dirais, c'est plus la date, entre guillemets, moi j'ai envie de dire presque grand public. On a l'impression que ce qu'on avait vécu en 2003, on l'a vécu en grandeur plus réelle et plus marquée en 2022 et que du coup, ça a déclenché beaucoup de choses dans tous les esprits.
un Ça, accélérateur. c'est ce qui montre la variabilité naturelle de la ressource à laquelle vous devez déjà faire face naturellement et qui s'accentue, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc le graphique à gauche, donc vous reconnaîtrez, c'est des chiffres du ministère de la Transition écologique, c'est le volume annuel qui s'écoule dans les rivières en milliards de mètres cubes, donc avec des variations très très fortes. Hein. La moyenne, c'est 200 milliards de mètres cubes, et on voit qu'on a des variations qui peuvent aller jusqu'à plus 100 milliards ou moins 100 milliards, etc. de mètres cubes. Le graphique du milieu, c'est la production hydroélectrique depuis 86 de mémoire à 2023. Donc on voit aussi que c'est quelque chose qui varie énormément chaque année. Donc on est habitué à gérer cette variation. Et puis la figure sur la droite, en fait, c'est des réanalyses des précipitations. Donc on voit bien qu'il y a cette variation non seulement temporelle, mais aussi spatiale sur la France. Donc on l'a vu plusieurs fois ce matin. Et juste, j'ai mis le petit graphique en dessous simplement parce qu'on a un petit rôle particulier côté hydroélectricité, c'est qu'on a un rôle dans le réseau électrique qui n'est pas seulement de produire de l'énergie renouvelable bas carbone, c'est qu'on a un rôle par rapport à la flexibilité du réseau pour être sûr qu'à tout moment, la production est égale à la consommation. Et donc ce rôle-là, on a besoin de l'assurer, alors notamment avec les réservoirs. Et c'est là qu'on a une gestion à équilibrer, c'est que d'un côté, on a du multi-usage, et de l'autre côté, on a de l'hydroélectricité qu'on doit produire. Et il faut absolument qu'on arrive à gérer collectivement cet équilibre, parce que cette ressource-là de flexibilité, aujourd'hui, elle est irremplaçable dans le système énergétique. On entend beaucoup parler des batteries. Simplement, les batteries, aujourd'hui, ce n'est pas à l'échelle du besoin qu'on a sur les réseaux. Donc le stockage, finalement, ça se passe là. Voilà. Là, je vous ai mis un extrait sur une journée d'été. Alors, j'ai mis volontairement une journée d'été. C'est les chiffres de RTE du site, du 23 août de mémoire. Parce que souvent, on pense aux pointes d'hiver. Mais il faut voir que la variabilité, aujourd'hui, elle est aussi présente l'été, notamment avec les énergies intermittentes renouvelables, donc le solaire et l'éolien. Et donc, le petit graphique à droite, c'est en bas, c'est la part de l'hydroélectricité dans le mix de production, c'est-à-dire dans l'énergie qui circule sur le réseau. Et donc, on va passer de 5% à 20% dans la journée, selon les besoins de consommation et selon la production qui va être présente. Et ce qui change là véritablement pour vous avec ce réchauffement climatique, c'est la pression sur la demande. Il y a de plus en plus de demandes et toujours au même moment. Voilà, ouais, alors effectivement, nous, ce qu'on voit arriver, c'est finalement des étiages plus longs, hein, donc des périodes dans lesquelles, finalement, globalement, des apports qui sont annuellement à peu près similaires. Simplement, ils ne sont pas répartis de la même manière dans le temps et dans l'espace. Et donc, ça vient impacter notre manière d'exploiter nos ouvrages pour garantir finalement à la fois le service qu'on doit vis-à-vis du réseau électrique et de l'autre côté vis-à-vis du multi-usage. Voilà pour ce premier tour de table, pour déjà planter le décor. On va terminer avec vous, Agnès Ducherme, dans un instant, mais vous inquiétez pas, on va aussi parler des priorités, des adaptations et de l'adaptation. Et Agnès Ducherme, vous êtes avec nous depuis le début, vous allez peut-être avoir ce regard aussi global. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous travaillez au sein du laboratoire Métis de l'Institut Pierre-Simon Laplace sur le lien entre l'évolution de l'hydrologie des surfaces continentales sous l'effet des pressions anthropiques, justement. Alors, quels sont les enseignements de vos travaux sur l'impact des sécheresses sur les lacs et les cours d'eau, puisque c'est spécifiquement le sujet de cette session? On en a déjà vu un bel aperçu à travers l'exposé de Thibaut Datry et puis les trois intervenants, avec une spécificité cependant à tous les quatre, c'est qu'ils se trouvent tous dans des domaines qui sont très fortement influencés par des amont montagneux, plus ou moins montagneux, disons, et où donc un impact très fort du changement climatique tient au fait qu'il y a moins de neige. De neige, c'est ça, oui. Donc ça, c'est un réservoir aussi qui était important et qui permettait d'avoir un étiage peut-être un peu plus court. Ce qui explique ce qu'on a entendu de la part de la CNR et d'EDF Hydroélectricité, des étiages plus longs. Évidemment, le changement climatique, c'est aussi des températures qui s'accroissent, ça a déjà été dit, une évapotranspiration plus forte, une saison végétative plus forte. Alors ça, la plaine des Pyrénées-Orientales y est sensible, mais c'est quelque chose qui va toucher essentiellement toute la France en été. Enfin, dans la période de végétation, justement. Et de manière générale, ce qu'on peut dire du changement climatique, premièrement, c'est que ce qu'on en voit jusqu'à présent, y compris en 2022, et ça, je pense que c'est très important pour vous à garder en tête, c'est que le début.
On ne peut pas considérer que 2022, c'est le modèle des décennies à venir. En fait, 2022 ne sera pas nécessairement dépassé chaque année, mais il y aura des années pires que 2022. Et il y aura des successions d'années type 2022, ouais, des séquences, des sécheresses encore plus longues que 2022 qui se profilent à l'horizon. Ça, c'est ce qui découle des travaux à la fois du GIEC, des hydrologues, des climatologues et des hydrogéologues français. Oui, enfin, je pense que c'est le principal message. Et dans des régions alors, qui ne sont pas impactées par la neige, justement. Vous parliez peut-être du Marais Poitevin, si vous avez un autre exemple, un autre éclairage. Donc, en gros, les résultats qu'on a, toute la communauté scientifique qui travaille sur ces questions, y compris Florence Abetz, évidemment, en France, c'est que les ressources en eau d'été, sur tout le territoire français, vont baisser. On a un peu de difficulté à quantifier précisément parce que la quantité avec laquelle ça va baisser, ça dépend de choses qu'on ne connaît pas encore, à savoir les émissions en gaz à effet de serre qui vont être réalisées au niveau global. Donc la seule chose, nous, qu'on est capable de faire, comme les climatologues du GIEC, c'est de dire si on continue d'émettre énormément, il va se passer ça. Si le monde émet moins, il se passera moins. Le changement climatique sera plus faible. Mais en tout cas, comme le changement climatique est déjà en cours, au cours des décennies qui viennent et jusqu'en 2100, on peut s'attendre à ce que les ressources en eau diminuent dans notre pays en été, à peu près partout. Ça ne veut pas dire que toutes les années seront aussi sèches que 2022, mais ça veut dire qu'il y aura des années plus sèches que 2022. Et ça peut arriver partout. Pour l'hiver, on est beaucoup plus démunis. Nos incertitudes de scientifiques sont plus grandes. Mais on peut s'attendre quand même à des hivers parfois plus secs qu'on a l'habitude et aussi des hivers plus humides qu'on a l'habitude. Merci bien. Alors comment on fait pour s'adapter? Peut-être l'exemple qui est particulièrement d'actualité, avec ce plan résilience dans les Pyrénées-Orientales. Quelles sont les priorités selon vous pour s'adapter à la situation et anticiper justement cette récurrence plus importante, comme Agnès Buzyn vient de nous le rappeler? Oui, le ministre Béchu est donc venu la semaine dernière présenter le plan résilience pour l'eau dans les Pyrénées-Orientales, et ça faisait suite à tout un processus qui avait été organisé pour faire face en fait à la sécheresse. En concertation pendant avec les 2 dernières années. Acteurs. C'est le fruit quand même d'une concertation. Il n'est pas venu de nulle part, ce plan. Il y avait, disons, une telle pression sur la ressource qu'à un moment, il a fallu organiser simplement le niveau de restriction qu'il était nécessaire de poser sur le territoire. Et au fur et à mesure du temps, un groupe constitué sous la responsabilité du préfet a fini par justement prendre davantage d'habitude de travailler ensemble. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le département n'avait presque pas eu jusqu'alors à se soucier de la gestion de l'eau, parce qu'il n'avait jamais connu en fait un tel hiatus entre ressources disponibles et besoins. Ponctuel, je veux dire, ça reste un climat méditerranéen comme je le disais, mais c'était pas de cette ampleur. Et donc les premiers temps de tension, quand les arrêtés de limitation sont arrivés, ça a été davantage au départ du dissensus qui est ressorti, avec des conflits et l'idée que chaque fois, évidemment, c'était l'autre usage qui venait impacter la ressource disponible. Donc les agriculteurs se plaignaient du tourisme, les touristes se plaignaient des habitants qui avaient des piscines individuelles contre les piscines collectives qu'ils ne pouvaient plus remplir, etc., etc. Mais au fur et à mesure, effectivement, il y a cette habitude de travail qui aboutit, et je pense qu'il y a une certaine maturité donc collective à ce qu'a proposé le ministre à travers le plan Résilience. Il est autour de 5 axes, et le premier qui me semble et qui semble à l'ensemble des parties prenantes le fondement complet, c'est déjà connaître et planifier. C'est-à-dire que de la même façon qu'il n'y avait pas eu un besoin d'avoir une gestion fine dans ce département parce que ce n'était pas nécessaire, fait qu'en fait on a une très forte connaissance de l'état de la ressource et même de la connaissance des prélèvements. Alors prélèvements eau potable, encore on a un certain nombre de compteurs, quand bien même on a des réseaux qui sont assez fuyards en moyenne. On pense qu'entre
Oui, c'est eaux ça. qui Avant- sont non avant de comptées tout plus connaître les dans le réseaux, on a à détail. peu près 25%. Voilà, on a un Mais il y a rendement déjà des moyen actions de à mettre en 25%, place avant c'est de ça. tout connaître. Enfin, ça peut être mené de front. Et après, il y, a Donc, il y a tout ce qui est prélèvement d'eau brute. Hein. On a vu les volumes considérables. Et il y a encore simplement, c'est même pas qu'ils ne sont pas comptabilisés. Il y a des endroits où on n'est même pas certain de savoir en fait ce qui est prélevé, puisqu'il y a beaucoup de forages qui ont été autorisés, dont on ne sait pas s'ils sont encore réellement utilisés, pas utilisés. Et ça pose de difficultés importantes. Donc c'est vraiment ce niveau de connaissance et d'observation est fondamental si on veut juste avoir des éléments factuels pour pouvoir commencer à poser une discussion et organiser des scénarios de gestion. Donc ça, c'est quelque chose, Visio, on était qu'on voyait tout à l'heure là, on est un modèle disons, un prototype, mais il faut vraiment compléter, on a besoin de données. Là-dessus, la deuxième chose, c'est effectivement se projeter à la fois sur l'évolution de la ressource disponible, donc ça renvoie à la question des projections climatiques et des conséquences sur le système hydrologique. Hein. qui réinterroge les usages, du coup, et l'évolution. Et de l'autre des côté, les usages. besoins et les usages que l'on peut avoir en face. Mhm. Donc là, il y a plusieurs études qui sont lancées à des horizons 2040, 2070 pour essayer de regarder cela. La deuxième chose, effectivement, les deux autres axes qui suivent directement, donc à court, moyen, long terme, c'est comment on peut travailler sur les besoins, c'est-à-dire en fait adapter, limiter les besoins. Donc là, il y a aussi bien des mesures d'efficacité. Ça va être par exemple, si je prends la question agricole, passer d'un système d'irrigation gravitaire simple, fonctionnel, mais où simplement on inondait les champs en ouvrant les vannes, à progressivement une mise sous pression, un goutte à goutte, qui peuvent permettre pour le même apport d'eau de la même culture, avant même d'avoir changé quoi que ce soit, d'avoir une économie de 70-80% des volumes nécessaires. On trouve la même chose dans le tourisme, la circularité, la réutilisation des eaux, etc. etc. Le deuxième aspect, c'est donc si on travaille sur les besoins, il y a ce côté optimisation, il y a la transformation des usages. Typiquement, avec à la fois l'élévation des températures et des hivers qui sont moins pluvieux, on a également moins de neige. Par exemple, 2023, c'est 75% de chute de neige de moins. Donc déjà, il y en avait peu, et par ailleurs, elle a fondu. Donc ça veut dire qu'est-ce que l'on fait par exemple sur ce genre d'endroit. De la même façon, quels sont les types de plans agricoles, de types de végétation qu'il est judicieux d'adapter ou à la limite d'arrêter. Par exemple, la culture arboricole est extrêmement consommatrice d'eau, enfin plus en tout cas que les autres. Est-ce qu'on va pouvoir poursuivre? Est-ce que la pêche, par exemple, qui consomme beaucoup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir poursuivre ad vitam? Donc il y a toutes ces questions-là. Et l'axe complémentaire de l'autre côté, c'est la question de l'eau disponible. Et donc là, il y a à la fois effectivement une optimisation de l'eau que l'on peut avoir à travers un certain nombre de réserves, de barrages, ce genre de choses, mais aussi, il ne faut jamais oublier, et c'était bien dit dans la vidéo, que le premier stockage et le plus efficace reste les stockages naturels, c'est-à-dire les zones humides, c'est des cours d'eau qui retrouvent leur forme naturelle pour avoir des zones d'expansion de crues, c'est le stockage dans les nappes, et donc c'est aussi un travail qui peut être parfois anthropisé, avec une optimisation par exemple de la recharge des nappes, mais sur lequel il faut que l'on travaille pour avoir de l'eau disponible. Et puis il y a des projets vraiment de réutilisation des eaux, c'est ça, et désalinisation. Mais c'est avant ces solutions de techno, c'est vraiment d'être dans la sobriété aussi des usages. Il y a de la sobriété et de l'autre côté, vraiment travailler sur les solutions qui sont les plus simples, les plus efficaces sur la nature. Et après, il y a des solutions donc plus circulaires type réutilisation. Et après, il y a accroître le volume d'eau dispo, c'est le stockage, la réutilisation des eaux, qui a quand même pas beaucoup d'effets pervers s'il s'agit d'eau qui sont rejetées directement dans la mer, donc sur les stations d'épuration du rivage. Et après, oui, peut-être en dernier ressort un jour des questions de désalinisation, mais on espère ne pas avoir à en y arriver là. Merci Agnès Ducharme. Allez-y. Oui, si je suis tout à fait d'accord avec les dernières choses qui ont été dites sur le fait que les meilleurs stocks d'eau sont les stocks naturels, il y a quand même des choses qui m'ont surprise dans ce que vous avez dit. Et donc notamment le fait que les Pyrénées-Orientales ne se souciaient pas depuis très longtemps d'une gestion fine de l'eau, que les prélèvements étaient mal connus, etc. En fait, quand même, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de territoires en France qui sont notoirement impactés par des prélèvements excessifs et dont et c'est connu depuis longtemps, et les Pyrénées-Orientales en font partie. C'est des zones qu'on appelle les zones de répartition en eau, qui concernent majoritairement des territoires irrigués. Et donc les Pyrénées-Orientales en font partie, ainsi qu'une grande partie de l'Aquitaine, les pays de l'aval de la Loire et puis le bassin parisien. Et dans ces zones donc dites de répartition en eau, il y a des
comment dire, les prélèvements en fait sont très étroitement contrôlés, ils sont limités et ils sont mesurés. Et en fait, depuis 2012, les prélèvements en France sont mesurés, c'est une obligation légale. Et donc, quand je vous entends dire que vous vous préoccupez de ça que depuis un an, ça me surprend énormément. En fait, les Pyrénées-Orientales font partie des nombreuses régions en France où les ressources en eau sont défaillantes, non seulement à cause du changement climatique, mais en fait, parce qu'il est très faible encore, en fait, principalement parce qu'on exploite trop ces ressources, tout simplement. Et donc, certes, il s'agit de mieux connaître, mais en fait, on connaît déjà beaucoup de choses, on peut déjà faire beaucoup de choses. Ouais, et typiquement, agir avant d'avoir... on prélève moins, okay. Ça paraît être déjà la première des actions à mener en termes de réaction, finalement, aux problèmes de défaillance des ressources en eau. Et en anticipation aussi, il faut réduire les prélèvements et pas seulement les optimiser, à mon sens. Merci pour ces précisions. Nous allons voir du côté du CNR, de la CNR, quelles sont les priorités aussi de votre côté, comment vous agissez dès maintenant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, CNR, c'est une société anonyme d'intérêt général. Dans ce cadre-là, on a des plans quinquennaux qu'on alimente, nous, à 165 millions d'euros tous les 5 ans et qui nous servent pour aller aider les territoires. Et dans les 5 volets qu'on a dans ces plans synchrones, il y a un volet qui est lié à l'irrigation. Et donc là, on est acteur auprès des irrigants, auprès des chambres d'agriculture pour contribuer à la sobriété, contribuer à l'adaptation du monde agricole. On a évoqué ce matin les changements de culture, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Et puis on a évoqué ce matin l'agrivoltaïsme. Donc on fait des expériences sur ces sujets-là. Typiquement, quand vous arrivez à Lyon, là, si vous descendez cet été en allant sur le sud, quand vous arrivez à Lyon, vous aurez le temps un petit peu avec les bouchons d'aller regarder sur la droite et vous verrez, il y a au lycée agricole, on mène avec l'ISARA des recherches sur justement des systèmes d'agrivoltaïsme dont l'objectif est quand même de prioritaire, c'est de maintenir l'agriculture. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, il y a un décret qui est sorti le 9 avril 2024 qui explique comment l'agrivoltaïsme peut se développer. Je ne vais pas le faire là, mais qui tient évidemment compte des maintiens des rendements agricoles et qui n'est pas l'objet de substituer à des terres agricoles des terres pour la production d'énergie. Voilà, donc je ne vais pas faire le débat là. Et donc nous, on veut être acteurs pour aider le monde agricole, comme je le citais, et puis les territoires pour mettre en œuvre toute leur politique de l'eau. Mais il y a quand même eu moi je le sens, moi je suis au comité de bassin Rhône-Méditerranée depuis 2015. Il y a vraiment une bascule en 2022 dans le monde politique. Avant, le comité de bassin, c'était plutôt un monde d'experts, de gens qui aimaient ces sujets-là. Maintenant, il y a tous les politiques qui s'intéressent à ces sujets-là, qui disent il faut que je m'en saisisse et il faut que je le traite en local. Sur le partage de l'eau, ouais. Je voulais juste continuer, parce qu'on parlait des zones en restriction d'eau. Donc on a signé le 14 mai, il y a un projet de territoire de gestion des eaux, alors qui sur la plaine du Roussillon, mais c'est pas la même. C'est une plaine qui est située à 70 entre Lyon et Valence, qui était une zone en difficulté, en manque d'eau. Et donc il y a un accord qui a été signé entre 14 partenaires, donc les agriculteurs, il y a plusieurs ASA, il y a associations d'irrigation, il y a tout un site industriel d'enjeux européens. C'est là qu'on réindustrialise la France, en particulier pour produire le paracétamol. Il y a les enjeux hydroélectriques avec nos ouvrages. Et puis il y a un enjeu environnemental fort, puisqu'il y a une réserve naturelle dans ce secteur avec des dernières grandes forêts alluviales. Et donc il y a des engagements qui ont été pris pour se mettre d'accord entre tous les usagers pour réduire les consommations. Donc ça, c'est quand même le truc numéro 1. Il faut réduire les consommations. Mais aussi, on va prendre de l'eau dans le canal d'amener à notre usine hydroélectrique, donc on ne produira pas, et qu'on va remettre dans des anciens paléons chenaux. Donc c'est le conservatoire naturel de l'Isère qui est en charge de ce projet pour justement réalimenter la nappe pour les forêts. Donc c'est un travail long, ça a mis pratiquement 10 ans entre toutes les études et puis arriver à tous se coordonner et se mettre d'accord. Mais on peut arriver, et il faut s'y prendre tout de suite. Donc nous, on n'est pas encore dans la zone critique parce qu'on n'a pas connu la même situation, mais il faut s'y préparer, comme vous disiez, c'est ce qui va arriver. Donc là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Merci beaucoup. Exemple de Serre-Ponçon. Ensuite, Agnès Ducharme, vous pourrez réagir si vous le souhaitez. On essaiera de prendre quelques questions avant le déjeuner. J'aimerais bien qu'on arrête le temps. Si chez quelqu'un a ce pouvoir-là, ce serait vraiment trop bien. Alors, l'exemple de Serre-Ponçon. Alors, peut-être juste avant de commenter cette slide, qui a un peu bougé d'ailleurs. Je ne sais pas si en région on peut faire quelque chose, mais passer une vidéo qui passe sur les réseaux pour
et on comprend bien l'importance de faire de la pédagogie sur un sujet qui est parfois un peu contre-intuitif. Pourquoi tout d'un coup on voit ce lac de Serponçon qui est vide en hiver, enfin en tout cas qui a une cote un peu inférieure. Je ne sais pas si on peut passer la vidéo, pardon, avant cette... voilà. Donc ça passe sur les réseaux et on voit bien cette importance de pédagogie. Donc ça, c'était quand ? Pardon, je crois que la vidéo doit dater de mars, ou quelque chose comme ça, je crois. D'accord. Et donc, février-mars. Et c'est quoi l'idée alors Alors l'idée, c'était d'expliquer pourquoi le lac était particulièrement bas à cette période de l'année, alors qu'on a connu 2022, on a connu 2023. Les gens ont toujours eu la crainte de se dire cet été, on n'aura pas d'eau dans le lac pour toute l'activité touristique qui a lieu sur le lac de Serponçon. Et le lac de Serponçon est un lac, par définition, par construction, c'est un lac multi-usage. Donc il y a une réserve notamment de 200 millions de mètres cubes pour l'agriculture en aval de la Durance, en basse Durance. Et donc il y a toujours une inquiétude quand on voit le niveau du lac très bas. Et en fait, le niveau du lac était bas, commençait à baisser, simplement parce qu'on anticipait, compte tenu du très fort enneigement qu'on avait constaté sur les Hautes-Alpes, enfin sur les Alpes, de manière générale en haute altitude. Cette année, il faut savoir, on a eu un très très fort enneigement. Et donc, si vous voulez montrer peut-être la slide, justement, on verra mieux. Ça permettra d'illustrer un peu cette gestion qui est effectivement particulière et qui illustre finalement cette adaptation qu'on est obligé d'avoir au cas par cas. Donc, le graphique, pour vous l'expliquer en 2 mots, c'est le niveau de cote du lac au fil du temps dans l'année, illustré sur différentes années. Alors, la première année, c'est 2018, c'est le petit graphe bleu clair qui descend très très bas. 2018, c'est une année où il y avait eu un très fort enneigement. Et donc, en fait, on a tout un réseau de mesures en montagne côté EDF Hydro. Et on anticipe finalement le remplissage du lac en tenant compte de ce stock neigeux qu'on a évoqué, qui est une forme d'eau dont on sait qu'elle va arriver au fil du printemps et de l'été. Et donc 2018, on a vidé très très fort le lac parce qu'on s'attendait à une arrivée massive d'eau avec la fonte, avec les températures. Vous avez ensuite l'année 2022 en orange. Vous voyez que 2022, en fait, on n'a pas touché à la côte du lac dès le début de l'année parce qu'en fait, on voyait arriver un printemps sec, on voyait arriver un hiver sec, peu de neige. On a vu que le printemps était sec et donc 2022, on n'a pas utilisé finalement la filière Durance pour produire de l'énergie parce qu'on savait qu'on avait cet enjeu de constitution de stock pour le multi-usage que j'évoquais tout à l'heure. Malgré ça, on voit qu'on n'est pas remonté à la côte touristique en 2022, parce que l'année était particulière. Après, on a baissé au fil de l'été, notamment pour tenue d'alimentation, pour l'agriculture, etc. 2023, on voit qu'on a baissé un petit peu, mais relativement modérément, parce que finalement, on avait assez peu d'apports neigeux, etc. Et 2024, c'est ce qui est illustré par le petit film. On a vu qu'on avait de la neige en abondance, et donc on a largement creusé. Alors, je dirais quelque part, ça paraît tout simple. Ça nécessite quand même d'avoir pas mal de capteurs et pas mal d'experts, je dirais, quelque part en appui. On a des équipes hydrométéo, on a des réseaux de capteurs, on a des réseaux de nivomètres, on fait du suivi de l'enneigement, on anticipe toutes ces choses-là pour être capable de gérer au mieux le lac. Et surtout, en fait, la Durance, historiquement, a été construite à la fois pour assurer du soutien d'étiage et aussi faire de la prévention des crues. Typiquement, cette année, depuis janvier, on a connu une dizaine d'épisodes de crues sur la Durance. Et là, actuellement, l'intérêt de creuser le lac, c'est aussi d'éviter de passer en crue, parce que derrière, il y a des crues, je dirais, à un niveau qu'on sait gérer, et d'éviter de passer de crue à inondation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions en ligne. Agnès Ducharme, par exemple, dans les questions, est-ce que la sobriété en eau est économiquement viable sans changement de modèle ? Donc ça, c'est l'une des questions, après tout ce que l'on vient de se dire, que je vous soumets. Ou faut-il prélever à d'autres périodes qu'en été via des stockages hivernaux ? C'est une autre question aussi. C'est difficile quand même de choisir. On parle aussi de Via Domitia qui est à nouveau sur le devant de la table pour aller prendre votre eau pour l'amener dans les Pyrénées-Orientales. Enfin voilà, et comment s'y retrouver, comment prioriser en fait, Agnès Ducharme, et puis après tout ça, c'est des bonnes questions, c'est clair. La première, elle est dure, et si je dois faire une réponse à l'emporte-pièce, je pense qu'il faut un changement de modèle. Maintenant, la deuxième, sur le stockage, on peut s'appuyer sur ces courbes pour y réfléchir en fait, parce que le lac de Serponçon, c'est la plus grosse retenue, je crois, artificielle de toute l'Europe. Et
Et donc, c'est une grosse capacité de stockage artificiel qui est principalement mobilisée pour de l'hydroélectricité, de l'irrigation et du tourisme. Et donc, l'année 2022 qui apparaît en orange, là, elle nous montre qu'on a beau avoir un très, très gros éléments de stockage, des travaux d'anticipation menés par EDF pour pas trop vider en anticipation au printemps. Donc, quand un réservoir comme ça est vidé au printemps, ça veut dire qu'il produit de l'électricité. Donc, il y a eu un déficit de production électrique. Mais néanmoins, l'été, la période d'été 2022, c'est la deuxième partie de la courbe, c'est ça ? Parce qu'on ne voit pas bien. Hein. C'était quand même l'été le plus sec des 4 années. Et en fait, c'est un record bas de stock d'eau à Serre-Ponçon pour la saison estivale. Et donc, ça montre la défaillance, en fait, de l'outil réserve artificielle du moment où on a des sécheresses longues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit être retenu, gardé en tête. Les réserves artificielles, ça ne marche que dans certaines conditions, en fonction de la variabilité du climat. Et comme le changement climatique amène à intensifier les événements extrêmes, les événements rares, à la fois très humides et à la fois très secs, sachant que dans le très humide, ce type de réserve n'est pas capable de tout retenir parce que sinon ça emporte les barrages et qu'en période sèche, il n'y a rien à retenir et si la sécheresse est longue, ça pose problème. On constate partout dans le monde où ce type de solution est massivement développé que ça marche dans les climats moyens, quand la météorologie est proche de la moyenne, avec les contrastes saisonniers auxquels on a l'habitude et pour lesquels ces ouvrages ont été conçus. Mais dès lors qu'on s'éloigne en termes de contraste entre les périodes sèches et les périodes humides de la normale climatique, à ce moment-là, on est en défaillance. Et c'est ce qu'on voit en Catalogne espagnole, dans le sud de l'Espagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud, à chaque fois qu'on a des sécheresses longues. Merci bien. Les 10 minutes qu'on a pris au démarrage, je les prends maintenant pour les questions de la salle. Voilà, je vois dans la régie qui me disent « Oh, non ». Je vais quand même prendre le temps de quelques questions, parce que c'est important de vous passer la parole. Monsieur, par exemple, ensuite madame, et puis on ira derrière. Oui, bonjour, Olivier Chazal. Pour BWI, j'ai une question pour les intervenants, notamment sur la question de la transition énergétique. On parle de plus en plus de création de STEP, donc de systèmes de stockage pour faire de l'hydroélectricité entre deux bassins. Est-ce que l'évolution de la ressource en eau aujourd'hui sur le territoire est quelque chose que vous anticipez pour justement stocker cette eau qui serait pas uniquement pour l'hydro, mais aussi pour de multi-usages. Donc faire remonter de l'eau dans les barrages quand il y a de l'énergie. Alors non, c'est pas que ça, c'est créer des stockages en hauteur pour stocker l'intermittence d'énergie renouvelable. Utiliser ceux qui existent déjà. Ou en créer d'autres, puisque l'objectif, c'est d'augmenter la possibilité d'en faire. Donc c'est une question double pour les acteurs de l'hydroélectricité. J'ai une dernière question pour les PO. Avez-vous justement cette gestion fine, identifier, faire une cartographie des prélèvements et des puits, on va dire, sauvages, qui sont faits par différents acteurs, justement pour leurs propres usages, notamment agricoles. Et on sait que les tensions entre l'agriculture et la gestion de l'eau sont un cas majeur en Occitanie. On en a vu un des exemples aussi sur le mouvement agricole qui a eu lieu au printemps. Merci beaucoup. Merci. Alors les steps. Tout va bien, on a perdu quelques... Je ne pensais pas que cette question aurait autant d'effets. Merci beaucoup de l'avoir posée. Alors les STEP, pour les non-initiés, c'est station de transfert d'énergie par pompage. Le principe, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'avoir une bassine en haut, une bassine en bas. Et quand il y a de l'énergie en abondance, on pompe l'eau du bas vers le haut. Et quand du coup on a besoin d'énergie sur le réseau, on laisse l'eau s'écouler du haut vers le bas et donc on reproduit de l'énergie. C'est aussi simple que ça, parce que l'énergie, c'est jamais qu'un transfert de masse vers le bas. Et donc, votre question permet de clarifier un point, c'est que les STEP, par définition, c'est là pour produire de l'énergie et stocker de l'énergie. Donc, en fait, c'est jamais qu'une forme de grosse batterie liquide. Ça n'est pas une finalité de multi-usage. C'est-à-dire que l'eau, elle va servir à faire de l'énergie. Donc, on va la pomper éventuellement de manière circulaire, quasiment, en fait, en la faisant recirculer. Il y a des STEP qu'on appelle, en fait, STEP purs, entre guillemets, qui circulent quasiment en circuit fermé, versus des STEP qui sont mixtes avec un peu d'eau gravitaire qui circule.
En revanche, l'intérêt de ces steps, c'est de répondre aux besoins de flexibilité du réseau que j'ai montré à travers de petits graphiques. Et typiquement, ça a été illustré par une mission du CGEDD CGAER. Donc, alors je ne sais jamais si je dis le nombre de A qui va bien quand j'énonce ces missions, qui a été menée sur Adour-Garonne en 2021 de mémoire, et qui justement a conclu dans son rapport qui est public, à l'intérêt de transférer, de construire des steps pour venir substituer la flexibilité pour l'énergie électrique qu'on va perdre en utilisant des ressources hydro pour faire du multi-usage. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand on fait du soutien d'étiage l'été, on utilise un volume d'eau qui, du coup, ne sera plus disponible pour faire de l'énergie de pointe. Donc, on perd de la flexibilité, et donc, quelque part, il faut la regagner quelque part pour le réseau électrique, d'où l'intérêt, dans ces cas-là, d'avoir des moyens de STEP à disposition. Et effectivement, les études pour les STEP prennent en compte les perspectives de changement climatique. Merci. Sur la partie des usages, voilà, l'arbitrage. La première chose sur la partie production hydroélectrique versus les autres usages, on le voit donc il y a beaucoup de barrages dans les Pyrénées-Orientales. Et effectivement, la plupart de ceux qui regardent la plaine du Roussillon sont un mix production hydroélectrique, soutien d'étiage, irrigation agricole et premier rôle avant tous les autres, préservation en fait et écrêtement des crues en cas d'épisode méditerranéen. Et donc cette question d'équilibre des usages se pose et s'est posée de façon assez dure pendant la sécheresse. Et par exemple, clairement, on n'est pas des gros producteurs d'hydroélectricité, mais ça a été la variable d'ajustement dans un certain nombre de cas. Pour répondre à la question de la connaissance, et j'ai peut-être été mal entendu ou je me suis mal expliqué plutôt tout à l'heure, il y a vraiment un déficit de connaissance des prélèvements, quand bien même la loi l'impose de longue date. Il y a vraiment un très grand nombre de forages qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas équipés de compteurs. Qui ne sont pas répertoriés du tout. Oui, enfin ça, il y en reste, et en tout cas qui ne sont pas encore équipés de compteurs. Et la question serait justement d'aller vers de la télérelève, etc., pour avoir une information qui existe et qui serait partagée pour précisément savoir un petit peu quelle est la dureté des prélèvements. On l'a sur les forages en eau souterraine, on l'a aussi sur les eaux de surface. La plupart des eaux d'irrigation sont des eaux qui arrivent par les canaux gravitaires, sur lesquels on a des systèmes de tours d'eau, donc des choses qui sont à la fois très classiques et efficaces, mais finalement qui ne donnent pas grand-chose à connaître des volumes réellement sortis de la rivière pour aller vers telle ou telle partie. Et donc on n'a pas encore... on a des marges de progression importantes. Il y a eu un travail de fait, par exemple un grand travail de volonté de régularisation donc des forages depuis 2018, entre la Chambre d'agriculture, les services de l'État. Là, le plan présenté par le ministre réinsiste assez fortement sur ce point, donc c'est quelque chose qui est assez clé pour précisément aller vers de la conduite et puis du pilotage d'irrigation. Et juste le deuxième point sur lequel je voulais souligner aussi, la question de la baisse sur les besoins, c'est clairement la connaissance est un élément nécessaire, mais la baisse des besoins et des prélèvements est un facteur clé. C'est quelque chose qui est déjà en place, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu par exemple sur le conseil départemental où je suis, dès 2010, une politique de l'eau sur laquelle on avait des engagements en termes de baisse et ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'ensemble des acteurs, c'est de la connaissance que l'on m'a rappelé, je ne suis pas un historique du département, la première fois qu'on a eu un tel niveau de crise que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient justement institutionnels ou chambres consulaires ou utilisateurs de l'eau, ont eu finalement à être dans des tours de table très très réguliers pour discuter finalement de la façon dont on allait avancer. La gouvernance a évolué aussi, ça a eu cet effet quand même de mettre les gens dans un climat de constructif. Alors il y avait eu des prémices, c'est-à-dire qu'en 2017-2018, en même temps qu'il y a eu justement ce travail de régularisation des forages, nous avions par exemple instauré un comité barrage et une transparence complète des éléments de données qui donnaient à voir comment nous organisions la répartition précisément de l'eau. Donc le comité barrage réunissait les associations d'irrigants, la Chambre d'agriculture, etc. Avec nous, maîtres d'ouvrage et propriétaires. Donc ça s'est poursuivi. Il y avait des comités ressources au moment où la tension a commencé à arriver. Et avec l'arrivée des comités sécheresse, on a quelque chose qui est clairement en train de se structurer en termes de gouvernance. Là, maintenant, on va avoir une direction de l'eau qui est mandatée auprès du préfet, une directrice de l'eau, pour justement organiser et structurer une gouvernance dans la durée pour pouvoir installer un pilotage qu'on espère quelque chose de plus pérenne. Et pas uniquement dans réponse à la crise, parce que l'important, c'est quand on aura cette période de répit, de s'organiser, de se préparer pour qu'on ne la subisse pas de la même façon et que si elle est plus dure, on soit en capacité, en tout cas, d'avoir les bons réflexes pour la gérer de la meilleure façon possible. Agnès Ducharme, vous souhaitiez réagir?
Oui, et ces initiatives de concertation au niveau local par les principaux acteurs, c'est vraiment extrêmement utile, c'est même nécessaire. J'aimerais souligner cependant que souvent, toutes les parties prenantes ne sont pas représentées nécessairement dans ce type de lieu de concertation, les comités locaux sur l'eau, etc. Et un secteur qui souvent est absent, c'est ce dont nous a parlé Thibaut Datry en introduction de notre table. C'est les milieux naturels, la biodiversité, qui sont souvent le parent pauvre. Et en fait, quand il s'agit de partager de l'eau qui est en quantité insuffisante, essentiellement, c'est quand même chacun qui tire la couverture à soi. Et puis après, il en reste plus assez pour les milieux naturels ou les petits agriculteurs non irrigants, enfin en tout cas pas de manière très continue, ou bien les petites communes et leur eau potable, par exemple. Et donc, un enjeu qui est très très important pour la paix sociale, je pense, en fait, à l'avenir dans notre pays, c'est que tous les usagers de l'eau soient représentés et pas seulement ceux qui ont le plus gros poids économique. Et par contre, parmi les très gros usagers de l'eau dont on n'a pas du tout entendu parler aujourd'hui, et ça me surprend un petit peu étant à côté d'EDF, c'est la contribution d'EDF à la production électrique par ses centrales nucléaires. Et vous devez savoir que 50% des prélèvements qui sont faits dans les cours d'eau en France, c'est pour le refroidissement des centrales nucléaires. Et donc, s'il n'y a plus assez d'eau en été pour les refroidir, qu'est-ce que ça impose? On sait en fait, parce que ça s'est déjà produit. Ça fait que les centrales nucléaires doivent être ralenties finalement et elles produisent moins d'électricité. Et du coup, le caractère intéressant de l'énergie nucléaire qui est de ne pas être intermittente, eh bien en fait se trouve invalidé en fait en période de sécheresse. Les centrales nucléaires fonctionnent à plus bas régime et donc leur intérêt est un petit peu limité. A-t-on quelqu'un peut-être pour clarifier ce point ou à moins que Luc Tamary parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Je ne suis pas nucléariste, hein, je suis hydraulicien, mais j'ai quand même quelques éléments. Bah oui. Je discute alors pas mal. dites-nous, est-ce que vraiment c'est impactant? J'espère que s'il y a des nucléaristes dans la salle, ils me pardonneront. Il y en a ou pas? Non, c'est bon, on peut y aller alors. Oui, ça ne veut pas dire que j'ai mandat, mais bon. Non, peut-être quelques points. Alors, je ne sais pas comment répondre dans l'ordre, mais déjà, des centrales nucléaires, il y en a une partie qui est en bord de mer et donc qui n'est pas forcément concernée par l'étiage des fleuves. Le deuxième point, c'est construit sur des fleuves qui sont à débit suffisant. Éventuellement, il y a des réservoirs de soutien d'étiage en amont, donc pour assurer des débits minimums. Le troisième point, c'est qu'effectivement, quand il y a des baisses de charge, ce n'est pas une question de sécurité ou de qualité de production, c'est une question de limite réglementaire. En fait, vous avez des situations où la température de l'eau en amont de la centrale est supérieure à la température que autorisée à votre rejet. Donc dans ces configurations-là, vous ne pouvez même pas faire fonctionner puisque en entrée de votre circuit, votre eau est déjà trop chaude. Donc, de fait, à moins de créer des réservoirs, de créer une autonomie autour de ce qui est. Oui, non, mais là aujourd'hui, techniquement, voilà, c'est ce qui est en réflexion. Le constat, l'eau arrive trop chaude. Des eaux usées. Donc, vous appliquez la réglementation et vous baissez votre charge de manière à ne pas aggraver la situation. Ensuite, peut-être juste donc sur l'histoire des prélèvements, effectivement, savoir que quand même l'essentiel de l'eau est 98 ou 99% de l'eau est rejetée quasi instantanément à une centaine de mètres en aval, alors avec une élévation de température quand on est en circuit ouvert, et avec moins ou pas d'élévation, voire des deltas température négatifs dans certains cas, par exemple Civaux, sur la Vienne, qui est équipé de systèmes particuliers, avec la contrepartie, c'est que vous consommez un peu d'eau, parce que vous êtes sur des circuits qu'on va appeler fermés, avec des aéro-réfrigérants que vous avez sans doute l'habitude de voir quand on pense centrale nucléaire. Voilà. Et peut-être l'ultime point, c'est que je sais que mes collègues côté nucléaire se sont appuyés justement sur les travaux de notre R&D côté changement climatique avec des perspectives, et je ne crois pas me tromper, mais de mémoire, dans leur trajectoire à 2050, on est à moins de quelques pourcents de perte de charge, de perte de production annuelle, et ça pour des raisons de température réglementaire, et pas des raisons de sûreté ou de sécurité ou quoi que ce soit. Donc c'est uniquement l'aspect de dire j'ai une limitation en température à 25 degrés ou à plus 3 degrés de delta de temps d'échauffement, etc.,
qui vont m'amener à faire des baisses de charge, qui seront répercutées sur les autres centrales. Et par ailleurs, comme on en a un certain nombre, on va dire, il y a aussi une gestion qui est faite par mes collègues dont c'est le métier, de planifier justement leurs arrêts de tranche, etc., de manière à libérer finalement les centrales qui sont les plus susceptibles de souffrir. Bon, ben voilà pour la réponse à cette question. Alors du coup, il est 10, il y a plein de mains qui se lèvent, je fais quoi? J'ai le droit d'en prendre encore quelques-unes? Les organisateurs m'autorisent ou... En même temps, le déjeuner est prêt derrière, il y a juste à se tourner. Donc, et pour ceux qui sont à distance, bon, bah, vous prenez votre pause quand vous voulez. Donc, alors, on va prendre votre question et puis on en prendra une autre après. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, Anne Pressureau, je suis partie de l'agence de l'eau RMC. C'est pour faire le lien avec le sujet des impacts socio-économiques, parce qu'on est dedans. Et j'avais une question, deux questions en fait. Sur les Pyrénées-Orientales, dans le plan local eau, il est intitulé au démarrage démonstrateur de solutions, territoire démonstrateur de solutions. Je trouvais ça assez fort. Et puis, je sais aussi que sur le territoire, vous avez des projets de territoire pour la gestion de la ressource en eau, donc des projets de partage de la ressource en eau entre usagers. Et vous avez des démarches de prospective, vous l'avez vite abordé. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous arrivez à prendre en compte ces éléments pour permettre cette transition? Parce qu'on sait que c'est des territoires qui sont extrêmement sollicités, qui sont en déficit avant le changement climatique. Donc il y a une différence entre l'effet du changement climatique oui, c'est et un la peu réalité. comment Voilà. vous prenez cette mission de laboratoire un peu pour le reste du territoire. C'est quand même pas rien, effectivement. Alors rapidement, puis on essaiera de trouver une dernière question. J'ai deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que ce que vous reprenez comme termes sont les termes que le ministre a posés dans le plan eau de résilience. Donc, d'une certaine façon, je ne voudrais pas essayer de répondre à sa place sur ce qu'il met derrière le côté démonstrateur. En revanche, ce que l'on trouve comme effectivement spécificité sur le département, c'est qu'on est un peu une avant-garde d'un certain nombre de conséquences de ce que le dérèglement climatique amène en termes d'effets sur le territoire. Et donc, que ce soit dans les propos de ce que le ministre a porté dans son plan résilience eau, ou par exemple une démarche qu'on a initiée au sein du conseil départemental de faire un laboratoire des solutions face au dérèglement, c'est de se dire, essayons au maximum d'expérimenter. On n'est pas forcément du tout aux avant-gardes en termes de solutions pour le coup, mais on est un peu un laboratoire à ciel ouvert, donc regardons comment on peut avancer sur ces questions-là. Dans le plan eau, pour revenir sur le premier point, le caractère un petit peu novateur de ce qui est proposé, par exemple, va concerner plutôt des approches, de ce que j'en ai compris, sur des questions un peu techniques ou réglementaires qui ne sont pas encore très déployées en France, comme par exemple la réutilisation des eaux, qui n'est pas très développée en France d'un point de vue réglementaire ou technique. Ça va être vrai aussi, parce que ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de connaissances, ça reste très 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 variable sur le département. Donc on a par exemple des ASA avec un certain nombre de canaux qui sont quand même beaucoup plus en pointe, et notamment par exemple dans le plan, là il y a l'équipement complet d'un système de vannes piloté avec de la télérelève, ce genre de choses, pour avoir une consolidation autour de ce que pourrait être le Visio 2.0, où on aurait la totalité, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas des prélèvements et de ce genre d'éléments. Donc c'est à la fois, je trouve, l'idée et le principe judicieux, c'est de dire on est aux avant-postes et c'est pas tellement une chance parce que finalement on a des difficultés, mais faisons de cette difficulté qui est d'être un petit peu précurseur dans les effets pour aller attirer le maximum de personnes, alors, scientifiques, experts, et c'est la démarche qui nous avait amené à avoir Florence Abetz il y a peu de temps, qui nous avait amené aussi à se construire cette petite vidéo d'ailleurs dans le cadre d'une journée thématique autour de la sécheresse, pour essayer de regarder quelles sont les solutions que l'on a en interne, qui existent ailleurs, que l'on peut expérimenter. Et on va s'arrêter là parce qu'on me dit qu'il va. Bah oui, désolé, il va falloir. Mais on a 1h15 pour déjeuner et pour discuter de tout ça. Bravo à